Alors, je suis ingénieure de recherche à EDF sur le fonctionnement du système électrique et économiste. Et puis, je suis aussi porte-parole de la fédération syndicale Sud Énergie. Alors, peut-être je veux préciser que moi, contrairement à beaucoup de gens qui s'expriment sur les marchés, j'ai pas d'intérêt particulier à ce que les marchés fonctionnent ou pas. Je garderai mon travail. Mon engagement, c'est pour la défense du service public, pour l'intérêt général. Et parce que j'ai une connaissance technique du sujet, je pense que c'est une aberration complète d'être allé dans cette voie. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée syndicalement. Alors l'énergie est au centre de l'actualité depuis 2 ans. Peux-tu nous décrire rapidement la situation? Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie, à raison. Moi, je distinguerais trois crises. Il y a d'abord une crise de long terme, profonde, réelle, la plus importante, qui est liée à la catastrophe écologique et climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a une raréfaction des ressources, il y a un problème de réchauffement climatique majeur, il y a une pollution des airs, des sols, de l'eau, tout un tas de phénomènes qui font qu'on doit revoir en profondeur nos modes de production et de consommation, et en particulier nos modes de production et de consommation d'énergie. Et ça va demander des investissements rapides. Le GIEC nous le rappelle année après année, il nous dit qu'il y a urgence. Donc cette crise-là, c'est à ça qu'on devrait s'attaquer. Ensuite, il y a eu une crise plus conjoncturelle, notamment l'hiver dernier, où on a entendu parler de risques de coupure d'électricité, de risques de manque de gaz. C'était lié à des phénomènes géopolitiques, avec d'abord la reprise économique qui a créé une tension sur le gaz, et puis la crise en Ukraine, auquel s'est rajouté pour l'électricité un problème d'indisponibilité du parc nucléaire, dû à un défaut générique. Et donc RTE, le gestionnaire de réseau, a alerté sur des risques de coupure. Moi, je pense qu'on a un peu dramatisé la situation. Les risques de coupure, c'était dans le pire des cas de ce que disait RTE, des coupures de 2 heures, éventuellement plusieurs fois dans l'hiver, mais prévenues à l'avance. On nous a dit qu'il risquait d'y avoir des morts. Il faut quand même savoir que tous les ans, en moyenne, chacun est coupé environ 1 heure pour des problèmes de réseau, par exemple parce qu'il y a eu des orages et qu'il y a eu un arbre sur les réseaux. Donc voilà, on en a beaucoup fait. On n'est pas en sous-capacité chronique aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était une situation particulière qui devrait rentrer dans l'ordre. Et puis il y a une troisième crise qui est financière, celle-là, avec l'envolée spectaculaire des factures. Et celle-là, elle est grave aussi, notamment pour la survie des gens, pour le pouvoir de vivre, pour l'économie, avec des factures qui ont été multipliées par 2, 3, 4, voire 10 dans tous les pays européens. Et donc là, on reviendra là-dessus. Et cette crise-là, elle est liée à 90%, je vais dire, à l'organisation actuelle qui est le marché et la concurrence. Tu nous expliqueras ça plus en détail, mais avant, quelles ont été les conséquences de cette flambée des prix du gaz et de l'électricité pour la consommation, pour les consommateurs, pardon. Alors, pour les particuliers, pour les citoyens, dans le domaine dans l'électricité en tout cas, elles ont été relativement maîtrisées, on va dire, puisque on a encore accès à des tarifs réglementés par l'État. Et le gouvernement est intervenu pour maîtriser, limiter la hausse des factures, la hausse des tarifs à 4% en 2022 et 15% en 2023. Alors bien sûr, c'est pas rien, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ont connu les communes et les entreprises qui, elles, n'ont plus accès à ces tarifs réglementés et qui ont vu leurs factures littéralement exploser. Je parlais de multiplication par 3, 4, 10, donc des 1000% qu'on a constaté. Et il y a plein de... Vous pouvez vous référer à plein de documents, de témoignages, notamment il y a des émissions du téléphone sonne avec les maires de France qui expliquent quelles sont les conséquences pour les communes, ou avec toutes les entreprises qui expliquent quelles sont les conséquences pour elles. Mais par exemple pour les communes, ce que disent les maires, c'est qu'ils ont vu donc leurs factures exploser, ils n'ont pas les moyens d'augmenter leurs ressources en conséquence, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de rogner sur les services à la population. Donc rogner, éventuellement, alors ils commencent par l'éclairage public ou les illuminations de Noël, mais ils sont obligés aussi de baisser le chauffage dans les écoles de manière pas forcément optimale. Ils sont obligés de rogner sur les budgets de la bibliothèque, par exemple, de l'accompagnement périscolaire, des aides aux associations. Donc tout ça, ça a des conséquences évidemment problématiques. Et en plus, ils disent tous les budgets d'investissement, notamment dans la transition énergétique pour isoler les bâtiments, par exemple, ceux-là, ils sont gelés. Avec des conséquences évidemment pour la transition énergétique et puis aussi pour le tissu économique, puisque s'il n'y a plus de commande publique, ça pose des problèmes pour les entreprises.
Et de l'autre côté, on a les entreprises de toute taille, des plus petites jusqu'aux plus grandes, qui disent, elles sont dans une angoisse face à l'envolée spectaculaire des factures. Alors on a beaucoup entendu parler en début d'année des boulangers. Moi j'ai eu des boulangers au téléphone qui disaient on ne sait pas comment on va passer le mois prochain, on ne sait pas comment on va régler nos factures. Mais aussi des grands industriels. On a vu une baisse de consommation d'électricité parmi les industriels, avec des industriels qui disent nous, on baisse la production et on risque de délocaliser. Et je pense que c'est des menaces réelles. Avec aussi des études, la ministre de l'Énergie qui, dès fin 2021, disait on est intervenu parce que sinon il y avait 45 000 emplois qui étaient en danger. Là, il y a un think tank, donc un institut de réflexion qui s'appelle la Fabrique de l'industrie, qui chiffre à 117 000 le nombre d'emplois menacés. Bon, donc c'est un vrai sujet. Et là, j'ai été à une réunion avec des toutes petites entreprises qui disent le sujet majeur encore aujourd'hui, c'est la facture d'électricité. Et puis, donc, pour les particuliers, j'ai dit qu'ils étaient relativement protégés pour l'électricité, mais pour le gaz, on a des tarifs réglementés qui sont en extinction, qui sont d'ailleurs maintenant complètement éteints depuis début juillet. Et là, ça a été beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on a eu... moi, je connais des gens qui ont vu leur facture, ils sont arrivés en fin de contrat et on leur proposait que des contrats avec des multiplications, là aussi, par 3, 4, 10, qui mettaient en péril complètement leur budget ou la copropriété qui risquait la faillite. Avec l'État qui est réintervenu un peu après coup, mais dans des conditions complètement instables. Et puis par ailleurs, le fait que les communes se retrouvent avec des factures importantes et donc doivent rogner sur les services publics, ça pèse indirectement sur le budget des gens. Et enfin, ça a énormément alimenté l'inflation. Et l'inflation, on sait que ça pèse aussi sur tous les ménages, en particulier les plus précaires et les plus pauvres. Mais l'État est intervenu pour protéger ses consommateurs. Oui, l'État a été obligé d'intervenir depuis un peu plus d'1 an maintenant, mais avec des mesures qui ont été coûteuses pour la collectivité, en retard, très compliquée, je vais peut-être un peu détailler, et largement insuffisante. Je peux reprendre l'exemple des boulangers, par exemple. Pendant des mois et des mois et des mois, ils ont alerté en disant que ce n'était pas possible. Alors le gouvernement a commencé à se tourner vers les fournisseurs d'énergie en disant « faites un effort, soyez un peu correct et ne prenez pas trop de marge ». Vous voyez où on en est si l'État est obligé de demander ça. Après, ils ont mis des systèmes d'amortisseurs où ils prenaient en charge une petite partie, mais une petite partie seulement de la facture. Donc les boulangers et les autres entreprises, donc on continue à dire mais ça ne suffit pas. Et donc au bout de mois de négociations, ils ont fini par mettre un plafond, donc un prix maximal à 280 € par mégawattheure. 280 €, c'est à peu près 4 fois ce que coûte la production de l'électricité. Et donc les boulangers continuent à dire que ça ne suffit pas. Et je parle des boulangers, mais il y a eu les maraîchers, il y a eu les restaurateurs, enfin il y a eu tout un ensemble de gens. Quant aux industriels, ils disent aussi on est dans un état de sidération devant l'inaction du gouvernement, ça ne suffit pas. Donc ils ont mis des guichets particuliers, mais il y avait des contraintes dans tous les sens. Il fallait que la facture ait augmenté de plus de temps par rapport à l'année dernière, il fallait que ça rentre dans tant de % du chiffre d'affaires. C'était ultra compliqué et complètement insuffisant. Et en plus, c'est temporaire, c'est-à-dire qu'on a réglé même pas le problème, mais pour l'année, on a fait quelque chose pour l'année, et qu'est-ce qui se passera l'année prochaine, on n'en sait rien. Donc ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est fini ? Non, c'est pas fini. Alors ça va mieux, le prix du gaz est redescendu. Mais quand on regarde, là, je regardais hier le prix de l'électricité sur le marché, pour une livraison l'année prochaine, c'est encore autour de 170 € du mégawattheure, alors qu'habituellement c'était entre 50 et 60, donc on est encore très au-dessus des prix normaux. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer, ça peut reflamber, au moins la moindre crise géopolitique. Et puis en plus, on a tous les consommateurs qui ont signé des contrats au moment où les prix étaient le plus élevés, qui courent toujours, et qui se retrouvent donc avec des factures qui restent très élevées. Donc on n'est pas sorti d'affaires. Et dans les autres pays de l'UE, ça se passe mieux ? Non, en fait, ce qu'a connu la France, tous les pays de l'Union européenne l'ont connu, parce que tous les pays de l'Union européenne sont liés aux règles d'ouverture des marchés. Alors il y a eu des petites variantes, ils ont tous pris des mesures d'urgence complètement hétérogènes.
toutes insuffisantes, toutes complexes, etc. Mais ils ont tous été obligés d'intervenir. Par exemple, l'Allemagne a mis en place un énorme bouclier pour protéger leurs consommateurs de l'ordre de 200 milliards d'euros et continue à dire qu'ils vont subventionner en fait, l'énergie pour les entreprises exportatrices jusqu'à 2030. Donc on est loin de la concurrence libre et non faussée. L'Espagne et le Portugal, eux, ont pris une autre méthode. On leur a dit qu'ils sont sortis du marché. C'est pas vrai. En fait, eux, ils étaient particulièrement exposés au marché parce qu'ils avaient été particulièrement bons élèves des règles de la Commission européenne. Ça a créé une crise sociale avant les autres et donc ils ont fait un système assez complexe, assez curieux comme souvent, c'est-à-dire qu'ils ont plafonné le prix du gaz qui rentre dans la production d'électricité, donc ça plafonne indirectement le prix de l'électricité, mais c'est une solution qui est absolument pas généralisable, qui pose plein de problèmes et qui est une fois de plus temporaire. Alors comment a réagi l'Union européenne et la Commission en particulier ? Alors, d'abord, ils ont nié. Ils ont dit que non, le marché fonctionnait bien. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Moi, je me souviens d'articles dans Le Monde. Moi, j'avais fait une tribune qui disait qu'il y avait un gros problème et qu'il fallait revenir à des tarifs réglementés. Et une économiste, Anna Créti, pour ne pas la citer, dont le titre de la tribune était « Il est fallacieux de dire que les marchés sont responsables de la hausse des prix ». Donc il y a eu cette première phase où on disait « Tout va très bien ». Et puis, il avait bien fallu quand même admettre qu'il y avait un énorme problème. Donc ils ont accepté, alors ils ont dit qu'ils ont mis à disposition des États une boîte à outils, c'est-à-dire des possibilités de mesures d'urgence, là, comme le fait de mettre des boucliers, le fait de réduire les taxes, etc. Insuffisantes à nouveau. Et ils ont fini par être obligés de s'engager de promettre une réforme structurelle en profondeur du marché de l'électricité, avec pour objectif de stabiliser un peu le prix pour les consommateurs. Et donc on est dans cette phase-là. Il y a eu une consultation, il y a eu des échanges ça date d'1 an à peu près. Il y a eu une proposition de réforme de la Commission européenne en mars. Et là, aujourd'hui, c'est en débat au Parlement européen. Et donc ça devrait être voté au Parlement européen en septembre. Et en France, à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote ? Non, hélas, il n'y en aura pas. C'est un peu la beauté de la construction européenne. Enfin, un des problèmes, c'est qu'on considère que ça relève du droit européen, que ce n'est pas des modifications suffisamment substantielles pour que ça passe devant le Parlement français. Donc, il n'y aura pas de débat. Tout ce qu'on a eu droit à comme pseudo-débat, ou plutôt comme non-débat, c'est des négociations qui sont toujours secrètes, plus ou moins secrètes avec l'Union européenne. Donc, on a des échanges de documents officieux qu'on appelle des non-papers entre les différents pays et l'Union européenne pour des négociations, et donc c'est impossible d'avoir un débat un peu scientifique, un peu contradictoire sur les propositions. Donc tu nous disais que les causes de la flambée des prix, c'était le marché. Mais pourquoi ils ont flambé alors que tu nous disais que les coûts de production, eux, n'avaient pas flambé ? Oui, ce que je dis effectivement, c'est que le marché est responsable quasi exclusivement de cette flambée des prix, donc le marché qui a été mis en place par des directives européennes au début des années 2000. Comment ça se passait avant, du temps du monopole d'EDF. On avait un parc de production avec des coûts. Alors des coûts, c'est essentiellement des coûts d'investissement, puis des coûts d'exploitation, des coûts de personnel, des coûts de combustible. On regardait comment évoluaient ces coûts. On avait des tarifs réglementés pour tout le monde, pour tous les consommateurs. Donc c'était les tarifs bleus pour les usagers, pour les petits clients, et puis les tarifs jaunes et verts pour les plus grands. Et ces tarifs devaient couvrir l'ensemble des coûts de manière égalitaire, c'est-à-dire tout le monde payait à peu près la même chose pour son kilowattheure. Je simplifie, mais c'était ça l'idée. Donc si on était resté dans ce mode de fonctionnement, les tarifs auraient évolué comme les coûts. Comment ils ont évolué ces coûts ? Ils évoluent très lentement parce que c'est essentiellement en fait comme je disais, des coûts de construction. Il y a très peu de combustible. Le gaz en France représente presque rien dans la consommation d'électricité, de l'ordre de 7%. Même au niveau européen, c'est 20%. Donc ces coûts évoluaient très lentement. Alors, ça a un petit peu changé ces 2 dernières années avec la crise. Donc en 2021, avec la flambée des prix du gaz, même si ça rentre pour une petite partie, les coûts ont augmenté de 4%. On voit que 4%, c'est quand même pas énorme. Et il y a eu un cas particulier pour 2022, puisqu'on a eu un parc nucléaire qui s'est retrouvé en indisponibilité, qui a beaucoup moins produit que d'habitude. Et donc il a fallu remplacer la production nucléaire par la production essentiellement à gaz, soit produite en France, soit importée, justement au moment où le gaz était très fort. Donc là, les coûts ont augmenté. En plus, c'est rajouté à ça le fait qu'on était dans une année de sécheresse, donc il y a eu aussi moins de production hydroélectrique.
Et donc quand on regarde l'évolution des coûts en 2022, c'est de l'ordre de 50% pour la production. Et si on inclut les coûts de réseau, c'est de l'ordre de 35%. C'est beaucoup, hein, mais ça n'a strictement rien à voir avec les envolées de factures de 300, 400 ou 1000%. Et puis surtout, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que normalement, le parc nucléaire, il va revenir à son niveau de production normal, et donc ça va redescendre. Alors que personne ne sait dire comment vont évoluer les prix de marché. Donc si on était resté dans le système hors marché, moyennant un lissage sur plusieurs années pour amortir cette hausse exceptionnelle de 35%, il n'y aurait pas eu de crise. Il n'y aurait pas eu de crise des factures. Mais on est dans un système de marché avec un prix de marché qui est construit non pas sur le coût de production moyen, donc le coût total divisé par le nombre de kilowattheures, mais sur ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire combien ça coûte de produire une unité supplémentaire, un kilowattheure supplémentaire. Et combien ça coûte ? Ça coûte le prix de la centrale la plus chère, parce que toutes les centrales les moins chères, elles fonctionnent déjà à plein. Et donc la seule qui peut produire une unité supplémentaire, c'est la centrale la plus chère en fonctionnement en Europe, puisqu'on est sur un marché européen, donc sur un prix européen. Et donc cette centrale la plus chère, en général, c'est une centrale à gaz. Alors à d'autres époques, quand le prix du charbon est plus cher, ça peut être une centrale à charbon, mais globalement, en ce moment, c'est une centrale à gaz. Et donc on se retrouve avec un prix de l'électricité qui dépend énormément du prix du gaz. On voit qu'il a évolué vraiment dans le sillage du prix du gaz, alors même que les coûts de production dépendent très peu de ça. Donc c'est vraiment les prix de marché, enfin si les factures d'électricité se sont envolées, c'est avant tout à cause de cette mise en place du marché. Donc les prix de marché, ce ne sont pas les prix payés par les consommateurs ? Non, alors c'est vrai que quand je parle de prix de marché, c'est les prix de marché de gros, donc c'est un marché européen de gros, c'est-à-dire là où s'échange, là où s'achète et se vend l'électricité parmi les professionnels, donc, parmi les producteurs et les fournisseurs. Mais il n'y a pas de miracle, si les fournisseurs achètent au prix de gros qui s'envolent, ils répercutent ce prix sur les factures aux particuliers. Il peut y avoir des lissages, il peut y avoir des prix garantis sur une certaine période, mais finalement, en moyenne, ça va suivre l'évolution de ces prix de gros, et c'est ce qu'on constate. Et c'est pour ça, on va y revenir, mais la réforme en cours qui pense qu'on va arriver juste avec des petites rustines à stabiliser ces prix, si on garde ce système de prix de marché qui est indexé sur le coût marginal, on ne s'en sortira pas, parce que ce n'est pas qu'un problème de volatilité, c'est que même en moyenne, les prix ne correspondent pas au coût. Mais tu parles de fournisseurs, c'est quoi exactement un fournisseur ? Ouais, ça c'est une bonne question, parce que c'est quand même très typique du système électrique, c'est même un peu surréaliste. Les fournisseurs, ce sont des acteurs, des entreprises qui achètent, qui ne produisent pas d'électricité, hein. Enfin certaines en produisent parce qu'elles sont en même temps producteurs, mais la plupart ne produisent pas, et donc qui achètent l'électricité aux producteurs, soit directement, soit sur le marché, pour les revendre aux consommateurs. Comme des détaillants donc ? On pourrait dire comme des détaillants de la grande distribution ou d'autres, sauf qu'il y a une grosse différence par rapport à tous les autres secteurs, c'est que dans les autres secteurs, au moins les détaillants, ils choisissent leurs marchandises, ils les transportent, ils les stockent, ils les amènent à leurs consommateurs. Là, ils font rien du tout, c'est-à-dire que non seulement ils ne produisent pas, mais ils ne choisissent pas l'électricité, puisque c'est la même pour tout le monde qui circule sur le réseau. Ils ne la stockent pas, puisque l'électricité n'est pas stockable, puis de toute façon, ils n'ont pas accès aux moyens de stockage. Ils ne la transportent pas, ils ne la distribuent pas, ça c'est le réseau qui le fait. Donc en fait, ils ne touchent à rien, ils mettent leur logo sur la facture, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce chaos qui est devenu le système électrique. Mais ils font quoi alors, à part mettre leur logo sur une facture ? Ils font essentiellement du démarchage commercial, et on voit tous les problèmes que ça pose, hein, c'est extrêmement documenté ça, c'est des démarchages qui sont qualifiés par les associations de consommateurs comme massivement agressifs, frauduleux, et certaines associations disent c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se démarquer, et puis ils spéculent sur les marchés, donc ils achètent pour revendre au meilleur moment, et voilà, c'est des financiers, c'est des commerciaux et des traders, quoi. Mais du coup, ça coûte cher, ça ? Ah bien sûr, parce que c'est une activité qui n'existait pas avant, hein, du temps d'EDF. EDF, c'était quoi la fourniture ? C'était, EDF était producteur et gérait le réseau, et la fourniture, ça consistait à la relation client, c'est-à-dire à accompagner les gens, en particulier les plus précaires quand il y avait des difficultés. Il y avait au passage des agences de proximité qui ont complètement disparu. Et puis il tarifait selon une règle simple, donc il calculait les coûts et puis il divisait pour faire la grille tarifaire, donc tarif bleu, jaune, vert. Mais il n'y avait pas de démarchage,
puisqu'il y avait un monopole, et il n'y avait pas de spéculation et de traders comme il y a aujourd'hui. Donc tous ces coûts-là, fatalement, ils se retrouvent quelque part, ils se retrouvent sur la facture des usagers, il faut bien que quelqu'un paye, donc oui, ça coûte cher, et en plus de ça, ça crée des grosses inégalités de traitement, parce qu'avant, chacun avait accès à la même grille tarifaire. Aujourd'hui, c'est de la négociation, il faut choisir son fournisseur, en plus avec des règles, personne ne comprend rien, évidemment, aux offres, c'est tellement compliqué. Et puis, il y a des grosses inégalités, et puis en plus, si par malchance, on doit renouveler son contrat à une époque où les prix de marché sont très élevés, là, c'est tant pis pour nous, quoi. Mais ces fournisseurs-là, c'est qui, par exemple ? Alors, le principal fournisseur, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, c'est EDF. Et les deux plus gros concurrents, c'est Total Energy et Engie. Donc Engie, ancien GDF, qui faisait partie d'EDF GDF à l'époque. Et puis aussi, il y a des énergéticiens européens, comme le pétrolier Eni, qui est italien, comme Vattenfall ou d'autres, Alpiq par exemple. Et puis, il y a tout un ensemble d'entreprises qui ne sont pas spécialement du domaine de l'énergie, qui sont des purs traders. Donc ce sont des gens dans un bureau avec des ordinateurs qui font de l'achat-vente, vraiment des traders. Alors il y a aussi quelques cas rares, je mettrais peut-être un peu à part Enercop, donc des coopératives qui ont un vrai engagement militant dans la transition écologique et qui essayent d'accompagner des petits projets renouvelables et aussi d'accompagner les consommateurs pour mieux consommer, les usagers pour mieux consommer, pour réduire leur consommation, etc. Donc ils font un vrai travail utile à l'amont et à l'aval, mais ils sont obligés de faire de l'achat-vente, ce qu'on appelle vraiment la fourniture, et ça, ils sont pris en fait dans des contradictions, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire du trading comme les autres, parce que ils sont dans un système qui est vraiment malade à la base. Mais pourquoi on a fait ça avant? Il n'y avait pas de fournisseur, il n'y avait que EDF. Oui, avant il n'y avait que EDF qui faisait la production et puis qui gérait le réseau et puis qui gérait la relation clientèle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fourniture. Sauf que c'était quoi la relation clientèle? C'était essentiellement d'accompagner les consommateurs, de répondre à leurs questions, en particulier ceux qui étaient les plus précaires, avec des agences de proximité qui ont tous disparu au moment de l'ouverture des marchés. Mais par contre, il n'y avait pas de démarchage commercial, puisque EDF avait par nature tous les clients. Il y avait une facturation qui était très simple, puisqu'il y avait cette grille tarifaire avec les tarifs bleus, jaunes et verts, un moyen simple de le calculer. Donc tout ça, c'était simple. Mais donc, avec les directives européennes, on a été obligé d'ouvrir à la concurrence ce secteur électrique. Donc on a commencé à découper EDF, à isoler la partie réseau, puisque la partie réseau, elle, est restée en monopole, heureusement, pour l'instant. Donc la partie réseau, aujourd'hui, elle a été filialisée RTE pour le réseau haute tension, les lignes haute tension, ce qu'on appelle le réseau de transport, et Enedis pour ce qu'on appelle le réseau de distribution, c'est-à-dire les lignes moyenne et basse tension. Et puis, la production, on a quand même eu un peu de mal à la mettre aussi en concurrence, parce que c'est comme le réseau, je veux dire, on ne va pas s'amuser à construire d'un coup plein de centrales pour le plaisir de la concurrence. Il faut gérer, c'est un système qui par nature, on va y revenir, mais qui par nature utilise la complémentarité, donc il n'y a pas beaucoup de place pour la concurrence. Et donc, pour créer de force cette concurrence, on a créé cette activité vraiment de toute pièce, qui est la fourniture, et qui sert... Non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est nuisible parce que ça alimente donc cette spéculation, ces prix complètement aberrants et cette inégalité de traitement. Mais jusqu'à maintenant, ça fonctionnait bien, non? Non, ça c'est un mythe qui traîne, c'est ce que veulent nous faire croire tous ceux qui défendent les marchés, mais ils ont quand même la mémoire courte. En fait, depuis le début, le marché fonctionne mal. Et depuis le début, on ajoute des rustines, on essaye de modifier pour faire en sorte de pallier aux différents problèmes qui arrivent au fur et à mesure. Je prends un exemple, en 2000, donc on a forcé, en fait, on a plus ou moins forcé. Au début, c'était les plus grands clients qui étaient ce qu'on appelait éligibles à la concurrence, donc qui avaient le droit soit de rester au tarif réglementé, soit de choisir des offres de marché. Comme les prix étaient bas à ce moment-là, la plupart ont choisi des offres de marché, sauf que quand ils choisissaient une offre de marché, ils n'avaient plus le droit de revenir au tarif. Les prix ont commencé à monter, et là, les entreprises ont commencé à être en difficulté, se sont tournées vers le gouvernement en disant nous, là, notre facture explose, déjà à l'époque, avant 2008, faites quelque chose, sinon on va mettre la clé sous la porte. Donc le gouvernement a remis en place des tarifs réglementés hyper encadrés par l'Union européenne, à condition qu'ils soient plus chers et à condition qu'ils soient temporaires. Donc aujourd'hui,
les tarifs ont disparu pour toutes les entreprises contre leur gré. Ça, voilà. Et puis, côté particulier, là, on a encore des tarifs réglementés pour l'électricité, mais ils sont appelés à disparaître. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est contraire au principe même de concurrence. Donc non seulement ils sont appelés à disparaître, mais en plus de ça, l'Union européenne a imposé, sous la pression des fournisseurs, de les modifier pour que ces tarifs réglementés ne reflètent plus les coûts de production en France, mais reflètent la manière dont s'approvisionnent les fournisseurs sans moyens de production. Et comment ils s'approvisionnent ? Sur les marchés. Et donc les tarifs réglementés se retrouvent indexés au prix de marché. Enfin, se retrouvent dépendants des prix de marché. Plus en partie dépendants d'un accès régulé à l'énergie qu'on appelle l'AREN. Voilà. Donc ça a mal marché dès le début, ce marché. Et en fait, pour quelque chose qu'on peut comprendre assez facilement, c'est-à-dire que comme on a des prix qui ne correspondent pas aux coûts de production, et qui en plus sont très volatiles et qu'on n'arrive pas à contrôler, quand les prix passent en dessous des coûts de production, c'est un problème pour les producteurs. Et en fait, en 2021, on sortait d'une crise avec un risque de démantèlement d'EDF, tout le projet Hercule, dont vous avez peut-être entendu parler, avec une ministre qui disait le statu quo n'est pas possible, il faut faire quelque chose, parce que c'était déjà la panique. Nous, on avait déjà sorti une tribune collective dans le monde en disant il faut faire quelque chose. Soit les prix passent au-dessus des coûts de production, comme en 2008 et comme depuis 2 ans, et là c'est un problème pour le consommateur. Donc en fait ça ne fonctionne jamais, ni en France, ni dans les autres pays d'ailleurs, parce que les exemples sont multiples, l'histoire est jonchée d'histoires de dysfonctionnement du système électrique. Alors le plus célèbre peut-être c'est le cas de la Californie qui en 2001 a connu sa crise, je pense la plus grave de son histoire, une crise financière majeure qui lui a coûté un argent monstrueux, qui a entraîné des coupures très longues, donc dans l'état le plus riche des États-Unis, parce qu'ils avaient ouvert à la concurrence leur système électrique et qu'il y avait eu des manipulations de prix sur les marchés. Mais il y a tout un tas d'exemples partout, et au moment où on ouvrait les marchés, il y avait des études qui sortaient qui disaient que quand même il n'y avait pas grand-chose qui montrait que les prix allaient baisser si on ouvrait la concurrence, et plutôt même le contraire. Même les plus libéraux reconnaissaient qu'il y avait des problèmes. Donc non, ça n'a jamais marché et ça ne peut pas marcher. Et il y a une raison physique à ça ? Tu peux développer l'électricité ? Oui, en fait l'électricité fondamentalement est incompatible avec la concurrence. Alors elle est incompatible, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison physique, et je pense que ça a été longtemps oublié, ça continue à être oublié par nombre d'économistes. C'est quoi l'électricité ? C'est une onde qui circule pratiquement à la vitesse de la lumière sur tout le réseau interconnecté. Alors pour nous, le réseau interconnecté, il est interconnecté à l'échelle européenne. Cette onde, on ne peut pas la diriger. On ne peut pas décider que tel producteur va fournir tel consommateur. Ça suit les lois de la physique, les lois de Kirchhoff, et donc on ne peut rien y faire. Donc ça veut dire que c'est par nature coopératif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tel producteur va alimenter tel consommateur. Donc tout le monde a la même électricité ? Voilà, tout le monde a la même électricité. Comme pour le du robinet dans une ville où tout le monde est desservi par la même entreprise, ou régie publique, on ne choisit plus son fournisseur. Voilà, c'est ça. On ne choisit pas son fournisseur parce qu'effectivement, tout le monde a la même eau. Et pourtant, dans l'électricité, alors que tout le monde a la même électricité, on fait un choix absurde de devoir s'adresser à des fournisseurs différents. Donc, en plus de ça, pour que ça fonctionne sur le système électrique, donc pour qu'on ait de la lumière quand on appuie sur l'interrupteur, il faut qu'à chaque instant, toute la production injectée sur le réseau soit exactement égale à toute la consommation soutirée. Sinon, ça provoque une réaction en chaîne et on peut se retrouver à toute vitesse, en quelques minutes, en blackout, c'est-à-dire avec une coupure généralisée. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que si un producteur fait défaut, c'est pas uniquement ses consommateurs, ses clients qui vont en subir les conséquences, mais c'est tous les usagers de manière indistincte, alors éventuellement dans une zone, qui vont se retrouver sans électricité. Donc, on voit bien que par nature, c'est un système solidaire et coopératif. Et en plus de ça, c'est cet équilibre parfait entre production et consommation, c'est quelque chose qui est très difficile à maintenir. Certains disent que c'est un des systèmes industriels les plus complexes qui soient. Pourquoi ? Parce que l'électricité n'est pas stockable. Enfin, on peut la stocker de manière indirecte sous forme d'eau, mais ça reste très limité. La consommation est très peu adaptable à la production parce que c'est un bien de première nécessité, donc on peut déplacer certains usages, mais ça reste limité.
parce que y a plein d'aléas qui pèsent sur la consommation comme sur la production. La consommation dépend beaucoup, par exemple, de la température. 1 degré d'écart, ça change beaucoup la demande. Et puis, côté production, de plus en plus avec les énergies renouvelables, eh bien, la production dépend du vent, du soleil, etc. Et donc, les prévisions sont difficiles à faire. On est en milieu incertain. Et enfin, les centrales sont des installations lourdes, pas forcément très maniables, et il y a tout un tas de contraintes techniques qui pèsent sur elles, par exemple le nucléaire ou d'autres. Il faut un temps de démarrage, une vitesse de démarrage donnée. Une fois que c'est démarré, on ne peut pas l'arrêter comme on veut, on ne peut pas moduler autant de fois qu'on veut. Les lacs qui produisent de l'hydroélectricité, il y a un stock limité d'eau qui ne sert pas seulement à l'électricité, mais aussi à d'autres usages, l'irrigation, la pêche et autres. Et puis la centrale qui est en aval d'un lac, sa production dépend de la production de la centrale hydroélectrique au-dessus. Donc c'est tout un tas de contraintes très compliquées qui font que pour maintenir cet équilibre, ça relève de programmes informatiques extrêmement compliqués. Et plus on va rajouter d'acteurs, plus on va diviser l'information en plein d'acteurs, plus ça va complexifier les choses. Donc, c'est un système, encore une fois, par nature solidaire et coopératif. Les centrales, on ne va pas en construire, c'est des gros investissements, donc on ne va pas s'amuser à en construire plus qu'il n'en faut pour voir quelle va être la meilleure qui va fonctionner. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, en fait. On va planifier la construction des centrales et utiliser leur complémentarité. Il y a des centrales qui sont bien pour produire une quantité constante, pas trop chère. Il y en a qui sont plus flexibles, il y en a qui sont pilotables et pas d'autres. Et elles ont des coûts très différents. Mais pourtant, on a besoin de tous. Et là, je vais y revenir, mais dans la réforme, on va vers un système où il faudrait réserver certaines productions à certains consommateurs, mais c'est pas possible de faire ça. Il y en a qui sont chers, il y en a qui sont pas chers, donc c'est un système complet. Et comment on gère ça ? Donc j'ai dit par des programmes et par cette coordination fine pour maintenir l'équilibre, elle impose une planification à tous les horizons de temps. Mais quand je dis tous les horizons, c'est-à-dire que le très long terme, pour faire les programmes d'investissement, des investissements qui sont pour certaines centrales 20, 30, 60 ans pour le nucléaire et même le siècle pour l'hydroélectricité. Bon, ça c'est par exemple ce que fait RTE aujourd'hui, le gestionnaire de réseau, avec des scénarios qui vont jusqu'à 2050-2060 pour garantir, en fonction des scénarios d'évolution de la consommation, qu'on aura bien les capacités pour répondre à la demande. Ensuite, à moyen terme, de quelques années, là, il faut organiser, coordonner les maintenances de manière à ce qu'on ait suffisamment de centrales en l'état pour répondre aux besoins, que toutes les maintenances ne tombent pas ensemble, qu'on les fasse plutôt aux périodes où la consommation est basse. Il faut aussi gérer l'eau des lacs pour l'utiliser au mieux tant qu'on en a. Et puis, à très court terme, il faut décider à chaque instant quelle centrale produit quelle quantité, pour arriver à maintenir cet équilibre au moindre coût. Donc tout ça, c'est de la coordination, c'est de la coopération, et il n'y a aucune place là-dedans pour la concurrence. Et puis peut-être, pour finir juste, donc là on a vu l'aspect technique qui vraiment ne se prête pas à la concurrence. Franchement, penser qu'une centrale nucléaire va être en concurrence par rapport à une autre, ou par rapport à une centrale éolienne, mais c'est vraiment... faut pas connaître le système du tout, quoi. Mais en plus de ça, ça ajoute des caractéristiques sociales et écologiques. Encore une fois, l'électricité, c'est un bien de première nécessité, donc il faut garantir à tous l'accès à ce bien de première nécessité dans des conditions d'équité, ce que ne peut pas faire un marché. Et puis, il y a un enjeu écologique majeur aussi, on sait qu'il y a des impacts écologiques, et donc il y a des critères qui ne sont pas des critères économiques qui doivent rentrer absolument dans les choix. C'est pareil, le marché n'est pas adapté à ça. Et puis c'est aussi des systèmes très stratégiques. Moi je trouve que laisser la propriété de centrales qui sont nécessaires pour avoir de la lumière, pour avoir du chauffage à des grands groupes internationaux qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément alignés avec l'intérêt général, c'est un vrai risque qu'on prend. Moyen des investisseurs, donc plus actionnaires, de 4%, ce qui est un taux faible, très faible même pour des acteurs privés. La moitié du coût de production de l'électricité, c'est la rémunération, c'est les coûts de financement, donc c'est la rémunération des prêteurs. C'est-à-dire que, pour être plus clair, quand on paye 100 € d'électricité, il y en a 50 qui vont à ceux qui ont construit les centrales et qui ont produit, qui travaillent pour les exploiter,
et 50 qui vont à rémunérer ceux qui ont simplement apporté l'argent, prêté l'argent, quoi. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur. Et ce que dit RTE, c'est que si on arrive à se financer à 1%, à rémunérer à 1% les prêteurs, à la fin, ça va coûter 2 fois moins cher que si on les rémunère à 7%. Or, l'État peut très bien se rémunérer à 1%. Par contre, 7%, ce n'est pas spécialement délirant pour des apporteurs de capitaux privés. Par exemple, Total dit qu'il n'investit pas à moins de 10%. Et EDF, quand il a développé Hinkley Point, c'était autour de 9%. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer, pas à essayer de gratter sur le niveau de salaire ou de rémunération des personnes qui travaillent dans le secteur. Et comment on diminue ce coût de financement ? En diminuant le risque. En diminuant le risque, donc en faisant quelque chose un système régulé, et en s'appuyant sur des acteurs solides qui ont accès à des financements à moindre coût. Donc, dans un système public avec des tarifs réglementés qui sont construits pour couvrir les coûts, il n'y a pas de risque, et donc on peut avoir des taux excessivement bas. On peut même avoir des tarifs qui anticipent les sorties d'argent, et donc avoir un coût de rémunération du capital quasi nul, quoi. Alors que si on s'adresse à la concurrence, à des acteurs privés gourmands, mais aussi qui sont exposés à des risques, parce qu'ils ne savent pas comment va évoluer leur part de marché, ils ne savent pas comment va évoluer la régulation, ils sont face à des prix complètement volatiles, là, les coûts vont être importants. Donc on avait parlé des surcoûts liés à l'écosystème financier des fournisseurs, des traders, etc. Mais à la limite, c'est presque rien par rapport à ce surcoût lié à la rémunération des actionnaires. Et ça, on n'en parle jamais. C'est comme quand on achète une maison, en fait. Quand on achète une maison entièrement sur emprunt, le taux auquel on peut emprunter est décisif, et à la fin, il y a des chances qu'on ait remboursé 2 fois la maison, une fois pour celui qui l'a construite et une fois pour la banque. Voilà. Et puis, un dernier point sur le fait que ça ne se prête pas que c'est un monopole naturel, c'est que, en fait, le réseau est interconnecté avec la production, et vouloir séparer le réseau et la production, c'est artificiel. Donc en fait, on peut voir la production comme un bout du réseau. Et pour les mêmes raisons que le réseau, c'est un monopole. Mais alors du coup, sur les objectifs de la libéralisation, pourquoi l'UE a-t-elle imposé cette mise en concurrence ? Et est-ce que la libéralisation, comme on dit, ou cette ouverture du marché, c'est quoi leur but ? Bon, alors il y a l'objectif officiel. Alors là, je peux vous lire un extrait d'une directive d'ouverture des marchés, celle de 2019, où ils disent « Le marché intérieur de l'électricité a pour finalité, en organisant les marchés d'électricité concurrentiels transfrontaliers, donc entre pays, d'offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finaux de l'Union, de créer des nouvelles perspectives d'activité économique, d'assurer la compétitivité des prix, d'envoyer les bons signaux d'investissement et d'offrir des niveaux de services plus élevés, et de contribuer à la sécurité d'approvisionnement ainsi qu'au développement durable. » Donc si je reprends ces objectifs officiels, la liberté de choix de tous les clients, franchement, choisir celui qui va livrer la même électricité pour tous, je pense qu'on peut pas trop, c'est une grosse rigolade. Surtout que tous les consommateurs disent, nous, ce qu'on veut, c'est pas le choix, c'est on veut avoir une électricité à un prix stable et prévisible. Le côté concurrentiel, compétitivité des prix, je pense que là, rétrospectivement, ça fait sourire si on a beaucoup d'humour, ou ça fait en tout cas sourire jaune, quoi. Envoyer les bons signaux d'investissement, donc ça veut dire qu'avec le prix de marché permettrait d'inciter les investisseurs à investir dans telle ou telle centrale, c'est-à-dire que quand il serait élevé, les gens investiraient, et puis quand il serait bas, je ne sais pas s'ils désinvestiraient ou quoi, mais voilà, on aboutirait au parc idéal. Bon, plus personne, ou presque, ne croit à ça, parce que les prix sont délirants, et c'est pas comme ça qu'on fait les investissements, encore une fois, on planifie. Bon, reste, alors les niveaux de service, aucun consommateur n'est capable de dire ce que c'est exactement que ces services fournis par la concurrence. Et puis, donc reste la sécurité d'approvisionnement. Alors là, il y a tout un débat là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle sécurité d'approvisionnement ? Les ministres, tous ceux qui la présidente de l'Union européenne et tous ceux qui défendent les marchés de manière invraisemblable répètent à longueur d'antenne devant l'Assemblée que si on sortait de ce système de marché et de concurrence, on n'aurait plus de lumière parce qu'on ne pourra plus échanger avec nos voisins. C'est évidemment un mensonge complètement éhonté. C'est-à-dire que donc la sécurité, un des objectifs, c'était de développer les interconnexions. Mais les interconnexions entre pays, elles datent de bien avant l'ouverture des marchés. La France exporte son nucléaire depuis toujours.
Et c'est guidé par quoi le développement des interconnexions? Par des intérêts technico-économiques. Quand il y a une production importante dans un pays, par exemple la France, qui a besoin d'exporter, on va développer des lignes d'interconnexion. Si on développe un gros parc éolien en mer du Nord, il va falloir développer les interconnexions. Il y a des enjeux aussi politiques derrière. Par exemple, l'Irlande veut développer une liaison avec la France pour ne pas être complètement dépendante de l'Angleterre, mais ça ne dépend pas des marchés. Ensuite, les marchés, c'est un moyen d'organiser les échanges, mais il y a d'autres moyens d'organiser les échanges. Et de toute façon, on va y revenir, mais nous, on ne demande pas à remettre en cause cette organisation des échanges. Donc dire que la sécurité de l'approvisionnement dépend de ces marchés, c'est complètement faux. Donc voilà, après, on peut aussi entendre, il est question d'intégrer les marchés et donc d'avoir une convergence des prix de l'électricité. Et ça, je pense qu'il faut revenir là-dessus aussi, parce que ça, c'est un objectif qui est quand même très discutable. Avant, qu'est-ce qui se passait? Chaque pays avait son parc de production, ses coûts, et puis en faisait bénéficier ses consommateurs. Alors, pour la France, c'était plutôt très intéressant. La France avait une des électricités les moins chères d'Europe. Mais il se dit, et je pense que c'est vrai, que les pays qui avaient une électricité beaucoup plus chère, notamment l'Allemagne, ont poussé à ce que cet avantage concurrentiel disparaisse, en particulier pour les industriels. Et donc, avec ce marché unique, on a un prix unique de l'électricité, et donc l'avantage concurrentiel pour la France disparaît. Et franchement, puisque chaque État est responsable du développement de son parc, je ne vois pas pourquoi, à la fin, tout le monde paierait le même prix. En plus, c'est dans l'intérêt de personne, parce que ces prix sont très volatiles. Et si on commence à aller dans cette voie, alors partageons les coûts de notre système social, de nos impôts, etc. Donc, cet objectif-là, je dirais, c'est presque le seul qui a été atteint, mais il n'est vraiment pas défendable. Du coup, tu as démonté tous les objectifs officiels, on va dire, de la libéralisation. Y a-t-il des raisons officieuses à cette libéralisation? Oui, alors d'abord, il y a une bonne dose de dogmatisme. Les directives européennes, elles datent d'une époque qui vient de l'ère Thatcher, avec la conviction ancrée dans tout, notamment à la Commission européenne, que la concurrence est la seule façon pour avoir plus d'efficacité, plus d'innovation et fonctionner mieux, ce que rien ne démontre au contraire. Par ailleurs, il y a une incompréhension profonde du système électrique par tous ceux qui ont pris la main sur cette organisation. Et je parle de ceux qui dirigent l'Union européenne, dans le membre du gouvernement aussi, je pense, en grande partie, mais aussi des économistes qui parlent sur la question, qui créent des modèles absolument invraisemblables. Alors j'ai souvent cité un des économistes, mais c'est un parmi d'autres, qui est un de ceux qui est le plus souvent interviewé et qui disait en octobre dernier qu'ils avaient commis, les économistes, une erreur sur le système électrique en ne prenant pas en compte le fait que ce n'était pas un bien comme un autre et qu'en particulier ce n'était pas stockable. Mais en fait, quand on travaille sur le secteur électrique, entendre ça, c'est juste hallucinant. Et ça devrait arriver à la conclusion qu'il faut remettre ce secteur dans les mains de ceux qui connaissent le système électrique. C'est comme si on développait un avion sans prendre en compte le fait qu'il y a la pesanteur. Au bout d'un moment, c'est juste pas possible, quoi. Donc, dogmatisme, incompréhension du système, et puis il y a quand même des intérêts financiers bien compris pour le coup. C'est-à-dire que dans ce système-là, il y a tout un écosystème financier que j'ai décrit qui vit sur la bête. Donc c'est les fournisseurs, les traders, les courtiers en énergie, les consultants en tout genre, les avocats, les opérateurs de bourse, etc. Donc ceux-là, ils ont intérêt. Tout un tas d'économistes aussi qui vivent aussi du fait qu'il y a un marché. Et puis, il y a les grands producteurs d'énergie qui s'en sortent très très bien. Alors, EDF est un cas à part, parce qu'EDF est public et donc a été mis à contribution pour sauver le système, et puis en plus a dû faire face aux problèmes de son parc nucléaire. Mais quand on regarde les résultats depuis 2 ans d'Engie ou Total Energy, ils sont spectaculaires, ils battent record sur record, ils en versent la plus grande partie aux actionnaires, donc c'est perdu pour l'intérêt général, et cela, évidemment, ils ont intérêt à pousser, à faire du lobbying, et on sait qu'au niveau européen, il y a un lobbying intense de tout cet écosystème qui pousse au marché. Donc voilà, nous, je pense qu'en tant que citoyens, il faut qu'on se réapproprie les choses et qu'on fasse un lobbying citoyen contraire pour expliquer que ça n'est pas dans l'intérêt général. Juste, et il y a un dernier point aussi, j'en ai parlé, c'est le lobbying des pays, notamment des industriels des pays qui avaient une électricité plus chère que d'autres quand il n'y avait pas ce système-là, et qui, eux, ont intérêt à à supprimer les avantages concurrentiels, notamment de la France, qui jusqu'à maintenant s'en sortait bien. Tu peux revenir sur le bilan d'ouverture
à la concurrence. Tu as parlé du prix, mais qu'en est-il des autres aspects, en particulier l'innovation du développement des énergies renouvelables, les services, le contrôle citoyen? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup développé la question du prix parce que c'est le plus évident face à la flambée des factures qu'on connaît, mais il y a bien d'autres aspects du bilan qui font que ce bilan est absolument indéfendable et catastrophique sur toute la ligne. Alors il y a un point qui est rarement débattu, mais que moi je tiens à rappeler, qui me semble essentiel, c'est la question de l'équité de traitement pour un bien de première nécessité qui relève du service public. Et celle-là, évidemment, elle vole en éclats à partir du moment où on impose une concurrence avec des négociations entre les différents fournisseurs et les consommateurs. À ce jeu-là, évidemment, c'est toujours les plus faibles qui sont perdants. Et puis, c'est la loterie, parce que même entre les différentes entreprises, en fait, selon la date à laquelle il faut renouveler son contrat, si malheureusement, au moment du renouvellement, les prix sont très élevés, ben, une entreprise peut payer 4 fois, 5 fois plus cher que son voisin. Donc, c'est même pas les meilleurs, si on peut dire, qui gagnent. Ensuite, il y a la question de la sérénité, de la visibilité sur l'avenir, qui revient sans arrêt de la part des consommateurs. Les usagers sont face à des démarchages qui sont décrits, documentés comme encore une fois massivement frauduleux, agressifs, avec des exemples pléthoriques, par exemple de fournisseurs qui se font passer pour Enedis ou qui photographient dans le dos des gens les RIB, évidemment qui s'attaquent aux personnes âgées ou aux plus faibles, des gens qui se retrouvent avec des contrats qu'ils n'ont jamais signés. Et puis même pour les entreprises, c'est problématique, c'est-à-dire qu'elles devraient avoir des spécialistes de l'achat de l'énergie, ce qu'elles ne peuvent pas se permettre pour les plus petites. Donc c'est vraiment une perte en sérénité, qui est une perte sèche, je dirais. Après, sur la question du développement des énergies renouvelables, parce que beaucoup, notamment dans le milieu écologiste, ont été plutôt favorables au début au développement du marché, en se disant au moins ça va nous sortir du tout nucléaire, ça va permettre de développer les renouvelables. Bon, en fait, le développement des renouvelables n'a rien à voir avec le marché. Ça n'a rien à voir avec le marché parce que les prix de marché sont tellement volatiles et imprévisibles que ce n'est pas possible de déclencher le moindre investissement avec ces prix de marché, comme c'était prévu dans les objectifs initiaux. Certains y croient encore, mais enfin de moins en moins. Et c'est de plus en plus clair pour tout le monde que le développement des renouvelables et tous les investissements sont issus d'une planification publique avec des trajectoires financières dédiées, et c'est l'État, la puissance publique qui organise les appels d'offres, et c'est la puissance publique qui rémunère les producteurs à travers d'un prix garanti. Encore une fois, c'est un contournement complet du marché. Il faut être clair, aucune filière ne s'est jamais développée face au marché, dans un contexte de marché. Le parc hydraulique, le parc nucléaire, le parc thermique, il s'est développé à une époque où EDF était en monopole, et les nouvelles centrales renouvelables, solaires ou éoliennes, se développent avec des mécanismes régulés, hors marché, qu'on appelle des tarifs d'achat, des compléments de rémunération. Alors il y a eu un cas particulier, à une époque, il y a eu des centrales à gaz qui se sont développées spontanément parce que les prix de marché étaient élevés, et ça s'est terminé par une catastrophe, parce qu'au moment où les prix de marché se sont effondrés, les entreprises se sont retrouvées en perte et ont demandé à l'État d'intervenir via une autre rustine, des marchés de capacité, etc. Donc voilà, à nouveau, c'est une décision politique qui fait qu'on va développer les renouvelables, certainement pas quelque chose qui est lié au marché. Après, certains continuent à dire que le marché a permis à certains acteurs autres que le monopole public très pro-nucléaire de se faire entendre. Bon, peut-être. Moi, personnellement, j'en doute. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres moyens bien plus efficaces et qui sèment moins le chaos de faire entendre d'autres voix, d'autres expertises. On ne propose pas de revenir à l'ancien monopole exactement comme il était. Il faut évidemment corriger les erreurs du passé et intégrer un meilleur contrôle citoyen que par le passé. Mais ce qui est sûr, c'est que le marché ne permet pas ça non plus, au contraire. Donc ça, là-dessus, on a des propositions. On pourra éventuellement faire une vidéo particulière là-dessus. Notamment, nous, on pense qu'il faut organiser un véritable débat public sur le choix de la politique énergétique et le choix des filières, notamment est-ce qu'on sort ou pas du nucléaire, par exemple. Là, il y a des scénarios qui existent, qui sont à disposition, notamment par RTE, par l'ADEME, par d'autres. Et il faut donc organiser ce débat public sur la base de ces scénarios, puis aller au vote, donc aller à un référendum.
Après, il y a des moyens aussi, il faut des organismes de contrôle indépendants pour contrôler l'opérateur public, avec éventuellement des contrats de service public, des objectifs clairs. Mais ça, c'est un autre débat, je dirais. C'est un débat qui concerne la phase de développement du parc. Qu'est-ce qu'on choisit comme parc? Une fois que le parc est là, il faut un opérateur efficace, sous contrôle citoyen, et cet opérateur, pour nous, il est public, et il doit répondre, encore une fois, à des objectifs d'efficacité, de moindre coût, mais aussi d'équité de traitement, des objectifs écologiques, etc. Et puis je voudrais peut-être dire aussi un mot sur, dans l'aspect transition énergétique, effectivement, il faut développer les renouvelables, il faut décarboner la production, il faut aussi réduire la consommation. Et côté usage, il faut décarboner l'industrie. Et décarboner l'industrie, ça passe en grande partie par une électrification de certains procédés, comme la sidérurgie par exemple. Et tous les industriels nous disent, pour faire les investissements pour cette décarbonation, il faut qu'on ait une visibilité sur les prix. Et si on a des prix qui font yo-yo comme aujourd'hui, c'est pas possible d'investir. Donc là aussi, le marché va contre la transition énergétique. Et puis, bon, alors, on a entendu là, dernièrement que finalement l'envolée du prix, c'était pas si mal parce que ça obligeait les gens à réduire leur consommation. Bon, je sais même pas s'il faut répondre là-dessus, mais enfin, évidemment, il faut de la sobriété, mais il faut de la sobriété dans le respect des gens, en préservant les usages de base. Et pour ça, il faut planifier, il faut organiser, il faut avoir des tarifs aussi, des tarifs politiques qui font par exemple qu'on pourrait avoir la gratuité des usages de base pour garantir un vrai droit à l'énergie. Et après cette crise majeure, ne va-t-on pas enfin réparer ces bêtises ? On pourrait espérer, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on ne parle presque que de ça, et pourtant la réforme en profondeur qui est en cours de négociation au Parlement européen ne laisse aucun espoir. Pourquoi ? Parce que c'est toujours hors de question de revenir à un système régulé, et on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de ce cadre de marché, et donc de cet enfer de la concurrence, qui nous condamne à un système complètement inégalitaire, inefficace et incontrôlable. On fait quoi alors ? On continue à empiler les rustines, d'après la Commission européenne et tous ceux qui poussent le marché, c'est-à-dire qu'on fait comme on a fait depuis 20 ans. Alors maintenant, les nouvelles rustines à la mode, on a eu tout un tas de rustines. Aujourd'hui, c'est le développement de contrats long terme, c'est-à-dire de prix qui sont négociés entre les consommateurs et les producteurs pour éviter que les prix ne bougent. C'est-à-dire ? Alors, il y a 2 types de contrats à long terme. Il peut y avoir des contrats entre les producteurs et la puissance publique. Ça existe déjà en France, notamment pour tout le nouveau renouvelable, pour le solaire et l'éolien. C'est-à-dire que donc l'État, par exemple, aujourd'hui, garantit un prix d'achat sur toute la durée de vie de la centrale. Donc ça, je dirais que c'est le moins... Alors, il y a des critiques à faire là-dessus, c'est compliqué. Enfin, il y a tout un tas de critiques qu'on pourrait faire d'un point de vue technique, mais je dirais que dans le contexte de marché, c'est vraiment la moins pire des solutions. Et après, au moins, ça garantit un prix à la fois pour le producteur et pour le consommateur, sur la base des coûts de production. Mais il y a un autre type de contrat long terme qui est beaucoup plus problématique, qui sont des contrats entre acteurs privés, c'est-à-dire entre un producteur et soit un gros consommateur ou un groupe de consommateurs, soit des consommateurs via leurs fournisseurs, quoi. Voilà. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on va réserver la production de telle centrale à tel groupe de consommateurs et de telle centrale à tel groupe de consommateurs. C'est plutôt une bonne chose, non ? Ça, c'est à mon avis ultra dangereux. Je suis très étonnée que personne ne soulève ce point parce qu'on l'a vu, les centrales ont des coûts de production très différents. Et pourtant, on en a besoin de toutes. Je prends un exemple. Les barrages sur le Rhône produisent à peu près, d'après la Cour des comptes, autour de 25 € du mégawattheure. Le nucléaire, historique, on est autour de 50 € du mégawattheure. L'éolien en mer, celui de Dunkerque, au large de Dunkerque, a été négocié à 44 € du mégawattheure. Alors maintenant, si on regarde l'inflation, c'est peut-être autour de 52 €. Celui de la baie de Saint-Brieuc, il est à 155 € du mégawattheure, donc 3 fois plus cher. 3 fois plus cher, et je ne sais pas combien de fois plus cher, 8 fois plus cher que les barrages sur le Rhône. Donc si on commence à dire tel groupe de consommateurs va profiter de telle production et toute la production plus chère sera pour les autres, alors là, on fait encore plus voler en éclats l'équité de traitement. C'est la vente à la découpe en fait, du parc, même pas national. Je pense que ça va se faire à l'échelle européenne, parce que rien ne dit dans les textes que ces contrats privés qu'on appelle PPA, pour Power Purchase Agreement, seront réservés aux consommateurs du pays. Donc on va avoir les gros industriels de tel pays qui vont avoir accès aux centrales amorties. Et puis évidemment, il va rester le plus cher, tous les moyens d'équilibrage, tous ceux qui sont moins bien exposés, etc.,
aux autres, en général aux plus petits consommateurs. Donc, moi, je trouve ça invraisemblable, et pourtant, la Commission européenne pousse à ça. EDF, le nouveau patron d'EDF, qui vient d'être nommé par le gouvernement, qui est censé pour moi défendre le service public, pousse à ça, pousse à vendre son nucléaire à un prix, il écrit, librement négocié. Alors là-dedans, l'État, le gouvernement français dit que lui pousse les contrats publics. Tant mieux, mais enfin, il aurait pu commencer par nommer un patron qui défende ça. Enfin, tout ça, ça me donne plutôt l'impression d'un théâtre d'ombre. Enfin, ça, c'est vraiment, pour moi, un vrai, grave problème. Donc c'est la poursuite du démantèlement du service public. Exactement, c'est-à-dire que au lieu de dire on prend l'ensemble des coûts, on mutualise, on partage et chacun a accès dans les mêmes conditions à l'électricité, et ben on réserve tel bout le meilleur pour tel groupe de clients et tel bout le plus cher pour tel autre groupe de clients. Donc, et encore une fois, là-dedans, qui va gagner? Ceux qui seront les plus à même de négocier. Alors il y a ces PPA, donc ces contrats de long terme privés. Et il y a une autre tendance qui va un peu dans le même sens, pour moi, c'est le développement de communautés d'énergie, c'est-à-dire des communautés qui se fondent autour de productions décentralisées, de panneaux solaires ou petites éoliennes, qui profiteraient non pas à la collectivité, mais à une communauté définie par eux, s'étant mis d'accord. Alors ça ne change rien physiquement, l'électricité, une fois de plus, on ne peut pas déterminer vers qui elle va, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ces communautés sortent du système de péréquation nationale et qu'on va avoir des tarifs de plus en plus distincts selon les groupes. Donc il faut choisir, soit c'est la péréquation tarifaire, avec un tarif réglementé, soit c'est chacun développe son propre tarif, et tant pis pour ceux qui auront mal négocié. Il faut développer la production renouvelable, la production décentralisée, mais sûrement pas comme ça. Mais du coup, que deviennent les tarifs réglementés? Alors ça, c'est l'autre gros point noir de la réforme, qui c'est pareil, qui semble ne soulever aucun débat. Ces tarifs réglementés, alors qu'ils sont demandés, exigés par l'ensemble des consommateurs, des plus petits jusqu'aux plus grands, en passant par les villes, par les collectivités, ils sont quasiment interdits dans la réforme. Ils sont déjà aujourd'hui, les textes prévoient leur disparition progressive et ils n'existent plus que pour les petits clients. Mais là, quand on lit la réforme, c'est encore plus contraint, c'est-à-dire que ça va être permis dans des cas très spécifiques de crise, avec l'accord de la Commission européenne, pour une partie seulement, de manière transitoire, etc. Mais bon, l'objectif, c'est bien de les faire disparaître parce que c'est contraire au principe de concurrence. Et donc, les consommateurs qui, encore une fois, demandent la simplicité, et moi je rajouterais l'équité de traitement, vont se retrouver avec des offres de plus en plus compliquées. Alors il va y avoir des offres fixes, des offres variables, ils vont pouvoir participer à ces contrats à long terme, ils vont pouvoir participer aux communautés d'énergie, jouer sur les marchés pour faire la flexibilité. Enfin, ça n'amène à rien pour l'équilibre du système, ça crée des inégalités et c'est ultra compliqué. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un problème majeur. Pour nous, il y a une seule solution, une seule solution, c'est de revenir à des tarifs réglementés pour tous qui permettent de mutualiser les coûts. Sinon, il y a d'autres points qui t'inquiètent ou au contraire que tu trouverais positifs? Bon, ça serait trop long à développer là dans une vidéo. On a un document détaillé de critique de la réforme qui est disponible sur notre site. Bon, si je devais retenir un ou deux points, c'est peut-être d'abord, une fois de plus, des erreurs d'analyse qui montrent la méconnaissance du fonctionnement du système par ceux qui font ces réformes. Par exemple, ils demandent partout dans le texte à développer les marchés à terme, c'est-à-dire que des marchés pour une livraison dans 1, 2 ou 3 ans, parce que ça serait plus stable que d'acheter sur les marchés, ce qu'on appelle spot, du jour pour le lendemain. Et en fait, quand on regarde comment ont évolué les prix de ces marchés à terme, ils sont encore plus volatiles que les marchés spot, par heure, mais en moyenne sur l'année, ceux qui se sont envolés au-dessus de 1 000 €, c'est les marchés à terme. Et donc dire qu'on va résoudre les problèmes en allant vers ces marchés à terme, c'est juste une méconnaissance du système. Et puis l'autre point que je trouve absolument invraisemblable, c'est que donc ils ajoutent des mécanismes, on n'a pas le temps de détailler là, mais des mécanismes vraiment ultra compliqués, dont à l'évidence ils ne maîtrisent pas un peu les tenants et les aboutissants, que personne ne comprend, y compris ceux qui travaillent dans le domaine. Et face à cette complexité invraisemblable, ils nous disent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire d'études d'impact. Donc il n'y a pas d'études d'impact. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent même pas à décrire ce système sur papier, soi-disant parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Je ne sais pas, ça fait quand même 2 ans que la crise dure, ça fait 1 an que cette réforme est annoncée. S'ils n'arrivent pas à faire d'études d'impact, c'est qu'il y a un vrai problème, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils continuent à faire ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est-à-dire jouer aux apprentis sorciers,
balancer un modèle même pas possible à décrire et voir ce qui se passe et corriger au fur et à mesure. C'est pas possible sur un secteur aussi stratégique que l'électricité de continuer comme ça. Mais dans la négociation avec la Commission européenne, que défend la France ? Alors, d'abord, c'est difficile de savoir exactement ce qu'elle défend, puisque par définition, ces négociations sont secrètes. Donc, ce qu'on a depuis un an, c'est des fuites dans la presse spécialisée, par ailleurs payante. Bon, ce qui se dit, c'est que la France défend donc, principalement ses contrats à long terme publics, donc ce qu'on appelle les CFD, les contrats pour différence, qui, encore une fois, c'est un moindre mal par rapport à tout le reste. Alors moi, je veux bien croire ça, mais je finis par avoir des doutes dans ces négociations secrètes, parce que on nous a joué pendant des années les négociations secrètes sur l'avenir d'EDF et son démantèlement avec le projet Hercule, en nous expliquant qu'il fallait absolument sauver le parc nucléaire, thermique et hydraulique, donc il fallait le nationaliser, mais que si on faisait ça en échange, dans une politique de donnant-donnant avec la Commission européenne, il fallait privatiser le reste. Et là, il vient de passer à l'Assemblée une loi qui nationalise EDF apparemment sans contrepartie. Bon, elle n'est pas encore votée par le Sénat, mais bon, je ne sais pas, d'un coup, apparemment, la contrainte a disparu. Donc moi, j'attends de voir. Et puis l'autre chose, c'est qu'on nous dit que l'Allemagne s'oppose fermement à ces CFD pour la France, notamment sur le nucléaire, ces contrats long terme sur le nucléaire existant. Et dans le même temps, l'Allemagne annonce qu'elle va subventionner complètement hors cadre de l'Union européenne ses industries et ses entreprises exportatrices. Et là, ça n'a pas l'air de poser de problème. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut sortir de ce jeu et revenir un peu aux fondamentaux, et savoir ce qu'on veut. Du coup, que peut-on proposer ? En fait, on a une solution simple, robuste, efficace, facile à mettre en œuvre, qu'on a en plus décrit de manière détaillée, qu'on a soumis au débat depuis des mois. Donc maintenant, ça serait bien que tout le monde s'en empare et qu'enfin on puisse la soumettre à la critique, parce qu'aujourd'hui, on n'a à peu près aucune critique sur cette solution. Donc, ça consiste en quoi ? Ça consiste à remettre en place, en France et dans tous les pays qui le souhaitent, un opérateur public en charge de l'exploitation du parc électrique, comme le faisait EDF autrefois. Alors, pas exactement, je vais revenir là-dessus. Donc, cet opérateur facturerait l'ensemble des consommateurs sur la base d'un tarif réglementé basé sur le coût de production moyen, et de réseau, évidemment. Alors, coût de production français en intégrant les coûts et les recettes des imports-exports. Et puis, il aurait la responsabilité de ce qu'on appelle le programme d'appel, le programme de production. Alors, on parle aussi de merit order, c'est-à-dire d'appeler les centrales les moins chères à chaque instant pour avoir la production la moins chère. Par contre, il n'aurait aucune prérogative sur la construction du parc, sur la définition du parc. Donc, ce n'est pas lui qui dirait si on va faire plus ou moins de nucléaire ou plus ou moins de solaire, etc. Il serait vraiment responsable du parc existant. Et puis, nous, on propose qu'ils deviennent propriétaires des centrales au moment de leur mise en exploitation, une fois qu'elles sont construites. Alors d'une part, ça faciliterait l'optimisation du parc, le fonctionnement, puisque l'opérateur aurait une vue détaillée sur toutes les contraintes du parc, ce qui donne un meilleur résultat. Et puis surtout, ça éviterait les énormes coûts de financement que j'ai décrits, c'est-à-dire que les acteurs privés qui construisent la centrale ne se rémunéreraient pas sur toute la durée de vie d'exploitation de la centrale, donc ne seraient pas prêteurs sur toute cette durée, ils seraient remboursés au moment où ils livrent la centrale. Et donc, ça serait l'opérateur public qui serait propriétaire, donc on n'aurait pas tous ces énormes coûts, et ça changerait fondamentalement les choses. Alors, cette partie-là de devenir propriétaire progressif de toutes les centrales, alors pas forcément des plus petites, hein, évidemment, je parle le gros de la question, c'est pour les grands parcs. Ça, c'est la question la plus compliquée, parce qu'il y a aujourd'hui certains acteurs privés qui possèdent des centrales, mais bon, ça peut se faire progressivement. Et puis l'enjeu, c'est surtout dans les nouvelles centrales. Aujourd'hui, EDF est propriétaire de 80% des centrales. Donc, le problème, c'est toutes les nouvelles centrales qui arrivent, qu'elles ne passent pas dans les mains du privé. Et puis, même sur les 20% restants, il y a une grande partie qui est le parc hydraulique qui a été cédé à un coût très bas à la CNR et la CHEM qui sont filiales d'Engie à 50%. Bon, il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'ils se sont fait des bénéfices monumentaux, que c'est plus géré dans l'intérêt des consommateurs depuis le début. Je pense qu'on est quand même, c'est possible de dire, écoutez, ça revient à l'exploitant public, ça revient dans le domaine public. Ça ne paraît pas infaisable.
Donc il n'y a pas de difficulté majeure en fait à revenir sur une propriété publique. Et puis, à la différence de ce qui se faisait avant, on resterait dans le système d'échange européen qui existe, faute de mieux, qui est organisé par le marché, c'est-à-dire que l'opérateur public s'intégrerait au marché pour définir les imports-exports avec les pays voisins. C'est pas la meilleure solution d'un point de vue technico-économique. La meilleure solution, ça serait d'avoir un opérateur public à la maille européenne, mais ça, pour le coup, il faudrait l'accord de tous les États membres, et c'est un vrai combat politique de long terme, et c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, au moins, voilà, on ne remet pas en cause le marché, en fait, à la maille européenne. On ne remet pas du tout en cause le choix des autres pays, c'est-à-dire que s'ils veulent un opérateur public, ils peuvent prendre un opérateur public, mais s'ils veulent rester dans leur système, ils restent dans leur système. Ça ne change rien aux échanges. Voilà, la seule chose que ça change, c'est que les acteurs privés ou publics des autres pays ne pourraient pas venir faire des bénéfices sur la production et sur la fourniture en France. Et ça veut dire aussi réciproquement que les acteurs français n'auraient pas le droit d'aller participer à la privatisation des services publics de l'énergie dans les autres pays. Voilà ce que ça change. Mais pas plus que ça, donc c'est quand même pas non plus révolutionnaire. C'est tout à fait possible de mettre ça en œuvre. Après, c'est un combat politique, mais qui semble quand même à portée de main. Mais l'Union européenne s'y opposerait ? Peut-être, sûrement d'ailleurs, parce qu'il y a un dogme de la concurrence, mais il faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment. Est-ce qu'on veut défendre l'intérêt général ou est-ce qu'on veut continuer à se soumettre à des textes qui visiblement sont contraires à l'intérêt des citoyens et qui ont prouvé qui nous emmènent dans le mur. Surtout, enfin, bon, il y a les problèmes actuels qui se posent et il y a la non-préparation de la transition énergétique qui commence vraiment à être problématique. Et puis, il faut quand même relativiser ces textes. Enfin, on demande quoi ? On demande une dérogation par rapport aux textes. Les dérogations, il y en a sans arrêt par rapport au droit européen, à la règle des 3% ou autres, mais même sur l'énergie, et en particulier depuis 2 ans, ça s'est accumulé les dérogations dans tous les pays. Donc qu'on ne nous fasse pas croire qu'on ne pourrait pas avoir une dérogation pour nous revenir à un exploitant public au périmètre français sans remettre en cause les choix des autres pays. Donc, mais il faudrait au moins que le gouvernement... parce que je charge beaucoup la barque sur l'Europe. Je pense qu'effectivement, l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle est construite, elle nous prive d'un vrai débat démocratique, elle nous pousse dans une voie ultralibérale, mais je ne dédouane pas non plus les gouvernements. C'est-à-dire qu'ils ne se battent pas vraiment pour obtenir ça. Au contraire, ils ont, comme l'Union européenne, comme d'autres, expliqué depuis le début qu'on n'allait même pas parler de cette solution parce que c'est irresponsable, soi-disant, et que ça va nous déconnecter de nos voisins, quoi, et que ça va nous plonger dans le noir. Donc voilà, c'est un combat politique absolument à portée de main, à mon avis. Et si on n'y arrive pas, alors ça veut dire qu'il faut se poser des questions sur la construction européenne. Si vraiment on nous oblige à sauter dans le vide, au bout d'un moment, il faut peut-être dire non, quoi. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions à cette proposition qui semble être intéressante ? Alors, il y a plutôt une très bonne réception de la part des citoyens, des associations à qui on présente ça. Les associations de consommateurs aussi, beaucoup sont très intéressées par ça. Elles sont d'accord avec le fait que le marché est une aberration dans le secteur électrique. Même des associations qui peuvent accompagner l'ouverture des marchés dans d'autres secteurs. Mais ils disent que dans l'électricité, ça ne s'y prête pas. Par contre, encore une fois, dans le champ politique, dans le champ du gouvernement, on ne veut même pas en entendre parler et en débattre. Aucune critique officielle de fait, alors que nous, on a fait l'effort de critiquer en long et en large les problèmes que posent leurs propositions. Et puis au niveau européen, c'est pareil, c'est écarté d'un revers de main parce que c'est contraire au principe de marché. Donc il y a un gros combat à faire derrière, il y a à nouveau le dogmatisme, il y a aussi des intérêts bien compris de tout un tas de gens qui vivent de ce marché, et donc il va falloir s'armer pour imposer le débat. Point sur lequel j'insiste, c'est que la proposition, encore une fois, qu'on a mis sur la table et détaillée maintenant depuis des mois, moi je suis prêt à en débattre contre qui veut, projet contre projet, à argumenter, parce que je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle est meilleure en tout point. Par rapport aux solutions proposées. Et c'est pas moi toute seule en fait. Moi je travaille dans une équipe, je travaille avec des gens, des salariés d'EDF et des RTE qui sont spécialistes de ce secteur. Et ils sont tous convaincus de ça. Mais ils n'ont pas le droit de parler. C'est un peu la beauté de nos entreprises, comme de la plupart des entreprises, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc je ne parle pas simplement à mon nom, je ne parle pas simplement au nom de Sud, mais aussi au nom des vrais connaisseurs du sujet qui sont dans nos entreprises. Voilà, je pense que maintenant il est temps de se saisir de cette proposition et d'imposer le débat, aussi parce que la crise climatique ne nous laisse plus le temps. On ne va pas continuer à perdre des mois et des années dans des débats stériles, alors que
à chaque nouveau rapport, le GIEC nous dit qu'il y a urgence à faire les choses. Et que penses-tu de la récente nationalisation d'EDF et des débats sur l'ARENH ? Je dirais que c'est toute avancée du public est bon à prendre, mais on est un peu à côté des vrais débats. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, le gouvernement a annoncé qu'il allait nationaliser à 100% EDF, qui était déjà propriété publique à 84%, sans jamais expliquer à quoi ça allait servir, parce que l'État avait déjà la main sur EDF. Ensuite, il y a eu une loi qui a été passée, qui a été amenée par un député qui est passé à l'Assemblée nationale, qui est en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et maintenant qui va partir au Sénat, qui essaye d'empêcher le retour d'Hercule, du démantèlement d'EDF, en disant il ne faudra passer devant le Parlement si EDF vend une partie de ses activités. Bon, c'est un pas dans la porte, mais à nouveau, si on reste, même avec une entreprise 100% publique, si elle est toujours dans un contexte de concurrence, en plus, si on nomme des patrons qui sont ultra libéraux et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de vendre au prix de marché, eh bien, les consommateurs continueront à ne pas bénéficier des tarifs réglementés, continueront à être exposés à des démarchages agressifs de la part des fournisseurs, il continuera à y avoir des inéquités de traitement, on continuera à se référer à un prix de marché volatile, bref, on n'aura pas résolu les problèmes. Donc tant qu'on ne revient pas sur le problème de la concurrence, sur la suppression des fournisseurs, sur le retour à un tarif réglementé et sur le retour à un opérateur public en monopole, c'est-à-dire on sort de cette concurrence, on ne s'en sortira pas. Alors il y a eu une petite avancée aussi dans ce projet de loi qui n'a pas encore fini son circuit au Sénat, c'est que certains députés s'en sont saisis pour, par amendement, demander l'extension des tarifs réglementés de vente à toutes les petites entreprises et les PME, ce qui est non plus aujourd'hui. Tant mieux si on y arrive. Mais à nouveau, c'est pas du tout... c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc un jour, il va falloir quand même pouvoir remettre le fond de la question sur la table. Et puis après, il y a eu tout un débat depuis des années sur l'ARENH. Alors c'est quoi l'ARENH ? C'est l'accès régulé au nucléaire historique. Et c'est la loi, depuis 2011, ça a été mis en œuvre en 2015, impose à EDF de vendre une partie de sa production nucléaire à prix coûtant à ses concurrents. Alors c'est vrai que ça paraît aberrant. En fait, c'est une rustine comme une autre sur un système qui est complètement aberrant. Et bon, la rustine, elle est aberrante comme le reste, quoi. Mais c'est pas sur la rustine qu'il faut taper, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, au moins une partie du nucléaire est vendue à prix coûtant et les fournisseurs sont censés reporter ce prix coûtant sur les consommateurs. Donc en fait, ça a un peu un rôle de stabilisateur de prix pour les consommateurs. Alors certains fournisseurs fraudent, donc il y a des enquêtes pour vérifier qu'ils ne fraudent pas trop, mais enfin ils fraudent aussi avec les tarifs réglementés de vente, ils fraudent avec tout un tas de choses. En fait, ils se font de l'argent par tous les interstices qu'ils peuvent trouver. Et ce n'est pas l'ARENH qui leur procure le maximum d'argent, c'est la possibilité de spéculer. Mais demander la suppression de l'ARENH, qui est encore une fois une partie au moins qui est vendue à prix réglementé, sans proposer autre chose, sans proposer un autre système réglementé, c'est exposer encore plus les consommateurs au prix de marché volatile. Alors on peut discuter sur est-ce que le prix qui a été fixé, le prix de vente qui a été fixé correspond vraiment au coût de production, c'était 42 € par mégawattheure, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter ce prix ? Bon, au passage, ça serait bien d'avoir un petit peu de transparence sur les coûts de production, parce que moi je ne crois pas sur parole ce que dit EDF, j'aimerais bien avoir des chiffres sur combien coûte le nucléaire, est-ce que c'est le bon volume, etc. Et il y a aussi un autre point qui est aberrant, et qui n'a jamais été corrigé, celui-là, c'est que c'est un prix plafond, c'est-à-dire que quand les prix de marché sont hauts, les fournisseurs achètent à ce prix de l'ARENH qui est censé refléter le coût de production, mais quand les prix s'effondrent, quand les prix de marché s'effondrent, les fournisseurs peuvent acheter au prix de marché, et donc là, c'est franchement une perte pour EDF, et ça s'est passé dans le passé, mais ça, on n'en parle plus parce qu'on a déjà oublié ça. Donc voilà, c'est une rustine, compliquée, mal foutue, etc., mais encore une fois, on aura beau supprimer l'ARENH, ça ne va pas résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, le marché a dysfonctionné, ça a été un problème pour les consommateurs bien avant la mise en place de l'ARENH. Et ce marché, il provoque des catastrophes partout dans tous les pays, y compris dans tous les pays qui n'ont pas l'ARENH. Donc c'est pas ça le problème, il ne faut pas confondre la défense d'EDF, enfin quand je dis EDF, de la direction de nos patrons, de la direction d'EDF et des actionnaires d'EDF quand il y en avait, avec la défense du service public, c'est-à-dire des citoyens, du tissu industriel et de ses salariés. C'est deux choses différentes. Et nous, ça nous semble vraiment important que les syndicats, que tout le monde
se mettre dans la défense du service public. Et défendre le service public, ça veut dire l'électricité n'est pas une marchandise, ne doit pas être vendue au plus offrant, il n'y a pas de place pour la concurrence, il n'y a pas de place pour les profits de grands groupes, il faut revenir à un système régulé public. Oui, en fait, on peut dire que si le marché tombe, le tarif régulé revient et la reine tombe avec le marché. Exactement. La reine et toutes les rustines qu'il y a tombent avec le marché. Merci Anne. Si tu devais synthétiser tout ça en quelques minutes, tu nous dirais quoi? Alors, je dirais que ça fait 20 ans qu'on essaye de nous imposer de force une concurrence dans un secteur qui manifestement ne s'y prête pas. On a été de crise en crise depuis cette ouverture des marchés. Et bon, la dernière en cours, là, je ne sais pas si elle n'est pas tout à fait finie, est particulièrement violente. Et je pense qu'il ne faut pas rater cette occasion de remettre définitivement en cause ce marché aberrant. Et aujourd'hui, la réforme en cours au Parlement européen ne résoudra pas les problèmes, puisqu'elle maintient les fournisseurs en concurrence, elle maintient une référence à un prix de marché que tout le monde juge aberrant, y compris Bruno Le Maire, qui a parlé de prix aberrant. Donc il y a des questions simples à se poser. Est-ce qu'on veut ou pas maintenir cette multitude de fournisseurs en concurrence, alors qu'aucun consommateur n'en voit l'intérêt? Est-ce qu'on veut maintenir une référence à ce prix de marché que tout le monde juge aberrant? Est-ce qu'on veut confier des moyens de production essentiels et stratégiques à des acteurs privés en se contentant éventuellement de taxer les super profits? Mais moi je vais au-delà. Est-ce que c'est normal de faire des profits sur ces secteurs stratégiques? Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Le système électrique est compliqué, c'est vrai, c'est compliqué, et ce qui rend le débat un peu plus difficile, mais le choix auquel on fait face, lui, il est simple. Il faut revenir à des choses simples. Ouais. Soit on considère que l'énergie est un service public, et que donc on doit garantir l'accès à cette énergie à tous dans des conditions équitables, et alors son prix ne peut pas être le résultat d'une négociation, et c'est forcément un tarif réglementé, contrôlé par l'État. Soit, deuxième solution, c'est celle qui est en place aujourd'hui, on considère que c'est une marchandise comme une autre, que son prix peut être le résultat de négociations, et donc on aura des consommateurs qui paieront 3 fois, 4 fois, 10 fois plus que leurs voisins, et on aura tout un tas d'acteurs qui se feront des rentes sur ce secteur essentiel. Voilà, il faut le dire clairement, on ne peut pas avoir et le marché et une équité de traitement. Il faut choisir. Et en plus, le marché ne peut pas offrir l'efficacité et les faibles coûts de financement que peut offrir un système public. Donc non seulement c'est moins équitable, mais c'est moins efficace. Et ça, tous les retours d'expérience le montrent. Alors, la Commission européenne, et puis dans son sillage, les différents gouvernements, beaucoup d'économistes de l'énergie qui vivent du marché, les lobbyistes en tout genre, qui aussi vivent de ça, veulent nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative et que seule la deuxième solution est possible et que la première, ça serait un retour à l'âge de pierre ou je ne sais quoi. Mais c'est faux. Maintenant, il faut arrêter d'avaler des couleuvres. On le voit, c'est indéfendable leur système. Donc il faut arrêter d'essayer d'éviter le pire et de rajouter des rustines en restant sur ce système complètement aberrant. Il faut enfin admettre que les fournisseurs ne servent à rien, que l'opérateur public fera mieux, plus simple, moins cher et plus juste, et revenir à des tarifs réglementés pour tous et à un système public. Voilà, il faut arrêter aussi de penser, et ça je le dis pour certains mouvements écologistes, de penser que le développement du renouvelable et le contrôle citoyen passent par le marché, parce que là aussi c'est faux. Le renouvelable aussi, il a besoin de visibilité, de voir où on va, de planification pour se développer dans de bonnes conditions. C'est de la planification qui doit relever du public, il doit avoir des garanties de revenus, et puis ça n'empêche pas qu'il faut mutualiser les coûts et garantir une équité de traitement ensuite pour les citoyens. Donc oui, il faut travailler sur le contrôle citoyen, mais à mon avis, le contrôle citoyen, il faudra déjà commencer par les impliquer dans les grands choix de la politique énergétique et de la définition du parc de production. Donc voilà, je le redis, il existe une solution décrite, détaillée, disponible, simple, claire, sur lequel on peut avoir un débat, qui permet de nous sortir de la crise et des risques d'envoler des factures, et ça de manière sûre et durable. Et ben maintenant, imposons le débat, et arrêtons de brandir les textes européens pour nous expliquer qu'il faudrait sauter dans le vide, quoi. La situation actuelle, elle est complètement indéfendable, et le manque de débat, elle est tout autant.